Conakry, le 16 janvier 2020. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition de Voici le sommaire. Collecte des données sur les ménages en situation difficile et plus de 5 milliards de francs guinéens injectés dans les opérations. Le Premier ministre et chef du gouvernement est dans la savane pour lancer les travaux. L'action vise à combattre la pauvreté en milieu rural. Viol sur mineurs, le phénomène persiste encore à Conakry. Un homme d'une trentaine d'années vient d'être interpellé par la direction des investigations judiciaires. Il est accusé de viol sur 2 fillettes. Au sommaire encore, la 3e édition des opérations de saut sera lancée le 25 janvier prochain en Guinée. 300 militaires vont prendre part à cet exercice. Les formateurs marocains sont déjà sur place à Conakry. Mesdames et messieurs, bonsoir. En séjour dans la savane guinéenne, le Premier ministre chef du gouvernement a lancé mercredi à Kéréouani des opérations de collecte des données sur les ménages en situation difficile. La démarche vise à combattre la pauvreté en zone rurale. 65 agents recenseurs sont déployés sur le terrain. Cette première phase concerne les préfectures de Kéréouani, Kourossa, Dabola, Fouré-Karia et la zone spéciale de Conakry. Les enquêtes dureront 30 jours. Sur place, à Kéréouani, voici le reportage de Adi Kamara. Dans notre pays, l'élimination de l'extrême pauvreté sous toutes ses formes est l'un des défis auxquels le gouvernement Kassouri, sous la coupole du professeur Alpha Condé, est confronté. Il veut bâtir une société juste, équitable, libre et harmonieuse, tout en offrant à chacun des opportunités et un meilleur niveau de vie. Ici à Kéréouani, Dr Brahma Kassouri Fofana est venu procéder au lancement des activités de collecte des données des populations vulnérables. C'est le cas de cette dame. Elle est veuve et vit avec ses 4 enfants sans ressources. Loin de là, un autre ménage a été ciblé. Ici, Mam Sissi est venu rester auprès de ses parents malades. C'est une enquête menée par l'Institut national de la statistique. Il y a à peu près 50 jeunes qui sont dans Kéréouani. Ils vont faire toutes les sous-préfectures de Kéréouani et une partie de la commune urbaine. Qu'est-ce qu'ils vont collecter comme données? Ils vont prendre les informations sur les caractéristiques socio-démographiques des ménages. Ils vont prendre les informations sur l'insécurité alimentaire des ménages. Ils vont prendre les informations sur l'inclusion financière des ménages. Ils vont prendre des informations aussi sur les caractéristiques de logement. Ce sont ces différentes variables-là qui vont nous permettre de façon scientifique de dire qui est pauvre et nous transmettons cette liste à l'ANES. C'est à l'ANES qui doit dire maintenant qu'est-ce qu'on doit faire. Après l'identification biométrique des futurs bénéficiaires, les cartes sécurisées seront délivrées aux ayants droit. L'INS est capable de nous dire du jour au lendemain combien de pauvres nous avons en Guinée. Mais l'INS ou l'ANIES ne peut pas dire qui sont ces pauvres. Nous n'avons pas leur identité. Et ce travail-là est très important parce qu'on ne peut pas aider des gens qu'on ne connaît pas individuellement. C'est pour ça que l'INS fait ce travail. Une fois que nous avons l'identité des gens, nous allons sécuriser cette identité à travers un processus d'identification biométrique. L'ANIES a recruté une multinationale française qui s'appelle IDEMIA, qui est le leader mondial de l'identification biométrique. Ils vont venir, pour tous les ménages identifiés par l'INS, ils vont procéder à une collecte des empreintes digitales et à un scan du visage. Chaque mois, pour vous faire payer, nous aurons vos données biométriques. On vous donnera une carte biométrique, vous viendrez, on scannera votre visage, on prendra vos empreintes digitales et on s'assurera effectivement que vous êtes la personne. Cette puissante mobilisation ici à la place publique de Kéréouani est un signe d'une fidélité renouvelée au professeur Alpha Condé et à son gouvernement qui donne une impulsion politique forte à la problématique de l'inclusion sociale, économique et financière en faisant du partage de la prospérité la clé de voûte de l'action économique gouvernementale. Nous sommes venus avec une équipe de l'Institut national de la statistique pour procéder au recensement des plus pauvres. Il ne s'agit pas d'un recensement de la population générale de Kéréouani. C'est une enquête qui vise les plus pauvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tous ceux qui ont des familles nombreuses, dont le père et la mère ne travaillent pas,
et dont les enfants ne vont pas à l'école parce qu'il n'y a pas d'argent pour les soutenir. Tous ceux qui ont perdu leur emploi, tous ceux qui sont malades ne sont pas capables de supporter leur famille, etc., etc. Les enquêteurs qui vont commencer leur travail aujourd'hui vont sur toute l'étendue du territoire de Kerouané recenser ces gens-là. Le programme va aider aussi nos frères et sœurs qui sont dans les travaux champêtres, qui ont des difficultés à développer leur ferme, qui ont des difficultés à faire leur commerce. Il y aura un volet entrepreneurial destiné à appuyer ceux et celles de nos concitoyens qui veulent entreprendre. Avant de quitter Kerouané, le Premier ministre Dr Brahma Kassouri Fofana, chef de gouvernement, a procédé à l'inauguration d'un centre informatique et d'une bibliothèque. C'est l'œuvre d'une fille de la localité, l'honorable Adjadjane Sarankamara. Les infrastructures sont déjà équipées, des machines et des livres de sciences, de la technique, des mathématiques, d'histoire, de la géographie et tant d'autres ouvrages écrits par des Guinéens et d'autres nationalités. C'est sa manière donc de contribuer à la qualification du système éducatif guinéen. Il y a quelques mois, une entreprise pilotée par des personnes à mobilité réduite bénéficiait d'un crédit de 2,5 milliards de francs guinéens. Le crédit était destiné à l'achat des camions pour le transport des bauxites. Ce jeudi, les camions ont été remis aux bénéficiaires. C'est dans la dynamique du cadre de concertation sur la finance inclusive qui unit la BCRG, Afriland Bank et le PNUD. C'est une initiative du gouvernement guinéen. Tierno Osmandia, le reportage. Au pied des deux tours jumelles à Kakimbo, la concrétisation d'un processus inédit dans l'univers de la finance inclusive en Guinée. Grâce au partenariat gouvernement guinéen à travers la Banque centrale, Afriland First Bank et le programme des Nations Unies au développement, Ousmane Diané, une personne à mobilité réduite, entre en possession de ces deux camions neufs pour le transport de la bauxite à Boké. Résultat des travaux du cadre de concertation sur la finance inclusive. L'enjeu est très important puisqu'il s'agira non seulement de contribuer au remboursement des prêts contractés avec Afriland First Bank à hauteur de 2,5 milliards, mais aussi c'est de nous permettre de nourrir notre engagement vis-à-vis des personnes handicapées de Boké. Nous sommes engagés à la signature de ce contrat à reverser 15% des revenus nets de l'exploitation de ce contrat à l'association des personnes handicapées de Boké. À travers cette stratégie de financement innovant des jeunes porteurs de projets, les parties engagées dans le processus espèrent résoudre la problématique de l'accès au financement et donner en outre une autre image du handicap en Guinée, loin des clichés de mendicité par exemple. La stratégie est claire, le PNUD assure l'accompagnement technique des bénéficiaires, Afriland First Bank met à disposition les crédits, la Banque centrale chapeaute tout le dispositif. Monsieur Diané fait partie des 5 champions que nous avons identifiés à travers une kyrielle de projets, à peu près d'une trentaine de projets qui sont passés au crible de l'analyse du comité de sélection. Et aujourd'hui, nous concrétisons pour le cadre de concertation un acte de mise à disposition d'équipements qui permettront à un jeune entrepreneur guinéen de prendre les rênes et les commandes de son avenir en qualité d'acteur de développement de la Guinée. Le gouvernement guinéen, à travers le président de la République, a décidé véritablement de faire de l'inclusion sociale et économique son fer de lance. Et nous avons commencé il y a 5 ans avec les personnes défavorisées des zones rurales, les femmes et les jeunes à travers les MUFA et les MC2. Aujourd'hui, l'innovation nous amène sous l'impulsion du président de la République à explorer d'autres formes d'inclusivité. Et je pense que le cas de Diané aujourd'hui est un cas qui illustre qu'il y a plusieurs voies, il y a plusieurs options qui peuvent véritablement œuvrer à booster le développement de notre pays à travers les couches les plus défavorisées qui constituent la majeure partie de notre population.
Pour cette première phase, le cadre de concertation sur la finance inclusive a permis de financer divers entrepreneurs pour une enveloppe de plus de 10 milliards de francs guinéens. Ousmane Diané fait partie de ce premier lot. Dans l'actualité encore, l'année 2020 s'annonce avec des belles perspectives pour le département de l'information et de la communication. Devant les travailleurs, le ministre Amara Somparé a passé en revue les grandes réformes en cours et annoncé les belles perspectives. Il s'agit notamment de diriger la RTG en office, mais aussi élargir la couverture des médias audiovisuels du service public. Mamadou Saliouba a suivi la cérémonie. 2020, une année décisive pour les services du ministère de l'Information et de la Communication. Des réformes sont annoncées pour améliorer le service public de l'information et de la communication, ériger la RTG en office et améliorer le taux de couverture des médias audiovisuels publics sont entre autres chantiers au ministère de l'Information et de la Communication au compte de l'année en cours. C'est la finalisation de la rédaction de la loi sur la redevance audiovisuelle et la transformation du statut de la RTG en office. Aujourd'hui que nous avons une seule direction générale avec 2 chaînes, juridiquement la transition vers l'office est beaucoup plus simple, mais il faut forcément des ressources, donner à la RTG le moyen de s'autofinancer. Un office suppose une certaine autonomie financière. Et les recettes publicitaires seules ne suffisent pas à financer l'entretien de tout ce matériel et le financement de toutes vos activités. Il s'agira aussi de poursuivre le travail de modernisation et de développement de la RTG2 au niveau de Boulbinet. Bien entendu, le renforcement des sites de diffusion qui est un travail constant et permanent du ministère jusqu'à l'atteinte des 100% de couverture du territoire national ne sera pas aussi en reste. Durant cette retrouvaille détendue entre travailleurs, l'amélioration des conditions de travail des hommes des médias de service public a été aussi évoquée. Amara Somparé entend œuvrer à la régularisation du statut de certains travailleurs de son département. C'est une situation que j'ai pointée du doigt dès ma nomination dans ce département. J'ai constaté qu'il y avait plusieurs dizaines de personnes qui travaillaient dans les différents services du ministère dans une précarité totale. Et cela n'était pas acceptable. D'autant plus que dans certains cas, c'est eux qui font l'essentiel du travail. La régularisation de ces personnels nécessite la prise en charge budgétaire au niveau du ministère du budget. Donc ce n'est pas une décision qui m'incombe à moi tout seul. Il faut que je m'entende à la fois avec le ministre de la fonction publique, avec le ministre du budget pour la prise en charge. Donc nous y travaillons. J'ai eu un premier accord avec eux pour le personnel de la radio rurale. Ça, c'est une réalité. Les matricules sont sortis. Maintenant, nous allons attaquer la deuxième phase, qui est celle du cas de la RTG et des autres services. Au-delà des médias de service public, c'est l'ensemble de la presse nationale qui sera touché par les réformes du département de tutelle. Il est prévu des sessions de remise à niveau pour le personnel des médias publics et privés. Déjà, les travaux du cadre permanent de concertation entre médias publics et privés sont lancés pour qualifier davantage la presse guinéenne. Au rendez-vous des bilans, l'année 2019 qui s'en va aura été une année charnière pour les cadres du département de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail. Dans les perspectives de 2020, le chef du département annonce les projets de rénovation de toutes les écoles nationales d'agriculture et d'élevage du pays et d'équipement des écoles régionales des arts et métiers construites dans 4 villes. Moussa Komara. Le défi pour le ministère de l'enseignement technique de la formation professionnelle est important. En 2020, les autorités du département comptent rénover et équiper les écoles nationales d'agriculture et d'élevage de Koba, de Toulouse, de Bordeaux-Cancan et de Massanta. L'Agence française de développement va accompagner le processus à travers le projet d'appui à l'amélioration de la formation professionnelle dans les secteurs agricoles et des mines. Cette année, ce sera effectif parce que déjà sur 11 centres, il y a 5
centres où les entreprises ont été proposées, choisies. Nous allons continuer à dialoguer avec eux et nous allons déjà la semaine prochaine, on va implanter les filières et je pense qu'en 2020, ce sera effectif. En 2019, plusieurs activités innovantes ont été réalisées pour améliorer l'accès aux formations techniques et professionnelles. Cela après le respect des principes de l'équité. Les capacités d'accueil des structures de formation professionnelle ont augmenté après la fin des travaux de construction des écoles régionales des arts et métiers dans les villes de Kankan, Labé, Boké et Zérékoré. Les deux autres de Daboula et Koya connaissent un coup d'accélérateur. Au même moment, à Mamou et pour la première fois, une école normale d'instituteurs est construite et équipée grâce à l'appui financier du gouvernement japonais. À Kipé également, un bâtiment moderne est réalisé pour remplacer l'ancienne École nationale des postes et télécommunications, mais pas seulement. Lancement officiel avec la Banque mondiale Bochez du sous-projet Bochez au Centre national de formation touristique et théo-hôtelière relatif au renforcement des capacités des personnels hôteliers. La remise des équipements du projet Bochez au CP de Matoto. La remise officielle par l'AFD d'un important lot de matériel outillage agricole aux ENAU. Sur les 6 rames construits sur l'initiative du président de la République, 4 seront opérationnels dès le mois de septembre prochain. À l'enseignement technique, les programmes de formation sont révisés et adaptés aux besoins du marché de l'emploi. Le pays est doté d'un document de politique nationale de l'emploi. C'est l'occasion pour moi de remercier tous les partenaires techniques et financiers, en particulier l'AFD qui, à travers le projet d'amélioration de la formation et de l'insertion dans le secteur de l'agriculture et des mines, PAFISAM, a financé la rénovation et l'équipement des infrastructures dans 11 de nos écoles. Une nouvelle impulsion a été donnée à la gouvernance administrative pour améliorer les conditions de travail des cadres. L'autre image de l'actualité nationale, les récentes violences enregistrées à Conakry dans certaines villes de l'intérieur du pays préoccupent le gouvernement guinéen. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale invite les Guinéens à la retenue et au renforcement du tissu social. On écoute le ministre Mamadou Tarayalo. Le ministère de la Citoyenneté et de l'Unité nationale suit avec préoccupation les violences qui émaillent fort malheureusement les manifestations du Front national pour la défense de la Constitution. Le ministère condamne fermement ces actes de violence inqualifiables et inadmissibles, entraînant des pertes en vie humaine, des blessés et des dégâts matériels, ternissant l'image de notre pays, le dynamisme et la vivacité de sa démocratie. Au nom du président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, du Premier ministre chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassori Fofana, et de tout le gouvernement, c'est le lieu et le moment de m'incliner pieusement devant la mémoire de toutes les victimes, d'adresser mes condoléances les plus émues à leurs familles et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Le ministère de la Citoyenneté et de l'Unité nationale rappelle que les différences et divergences politiques ne doivent pas s'exprimer par la violence. Chacun a le droit, comme le garantissent nos lois, d'avoir son opinion sur toute question d'intérêt national et de le manifester. Cependant, l'expression de son opinion ne doit en aucune manière empêcher celle des autres. La résolution de ces désaccords doit, en tout lieu et en toutes circonstances, s'adosser à un fort sentiment de supériorité de la nation pour empêcher que les notions d'unité et de cohésion ne se fragilisent. Voilà, vous suivrez l'intégralité de cette déclaration du ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale, d'après ce journal. La sécurité publique, la Direction nationale de la police a mis en place une commission pour dénicher les agents de police indélicats pendant les manifestations. Cette commission aura pour rôle de veiller au comportement des différents agents déployés sur le terrain durant le maintien d'ordre. Les précisions avec le général Ansman Bafoui. Nous avons vu beaucoup d'images qui circulent voyant des agents commettre des exactions qui ne se doivent pas.
qui ne s'enseignent pas dans nos écoles de maintien d'ordre, qui ne s'enseignent même pas dans les écoles de police, puisque le citoyen est à protéger sur toute la ligne. Même si elle arrivait à commettre des infractions, quand vous l'arrêtez, vous n'avez pas à porter main sur lui. Et puisqu'on nous a transféré des images en train de voir des policiers qui sont en train de tirer, soi-disant des agents qui sont en train de tirer, et encore des policiers qui sont en train de porter main sur des citoyens, c'est ainsi, sur l'instruction du ministre de la Sécurité, qui m'a instruit de mettre une commission en place pour visionner ces vidéos-là en compagnie des commandants de compagnie, les chefs de brigade et les chefs de section, en vue de démanteler certains agents. Si on arrivait à reconnaître un ou plusieurs agents appartenant à nos unités, pour essayer de prendre des sanctions contre ces agents-là. Et c'est ça a été mis en place depuis hier et ça va être appliqué à la lettre. La commission sera présidée par mon adjoint. Moi-même, je veillerai, puisque la plupart des agents, moi, je les connais. Et si je vois un agent, même de par sa façon de marcher, même de dos, je suis tellement habitué à eux que je peux reconnaître. Nous sommes en train de nous battre pour que les gens cessent de porter nos tenues. Des sociétés de gardiennage, des agents de protection qui sont en train de protéger certaines personnalités, tant politiques que sociales, qui se mettent en tenue de maintien d'ordre avec des talkie-walkie Motorola et qui se mettent sur les réseaux sociaux pour dire voilà, ça c'est la nouvelle tenue de tel ou tel. Ces gens-là, ils ont mis les photos sur les réseaux sociaux. Quand on a écrit et qu'on a suivi, ils ont mis les tenues dans les valises. Mais les tenues sont individuelles. Qui sont ces gens-là qui portent? Nous sommes infiltrés. S'il y a des gens qui portent ces tenues-là et qui veulent agir au nom de la police, on veut savoir. Mais si c'est des policiers, je vous promets qu'ils seront retrouvés et sanctionnés. Les évêques de Guinée ont tenu cette semaine leur traditionnel conclave. Le rituel s'appelle la conférence épiscopale, l'occasion pour les dirigeants de l'Église catholique de passer en revue plusieurs sujets, dont la situation sociopolitique du pays. Bernard Tanguino. Ils ont en commun la charge épiscopale de l'Église de Guinée. Ces évêques du pays se retrouvent 2 fois par an pour passer en revue la participation des différents diocèses à la vie sociopolitique du pays, notamment la consolidation de la paix et le progrès social. Les évêques catholiques ont diffusé un message à toute la nation guinéenne. Et dans ce message, qui reste d'actualité d'ailleurs, nous nous sommes adressés aux différents acteurs politiques, à tous les citoyens bien sûr, mais aux différents acteurs politiques en particulier, pour leur dire que notre pays a besoin d'un dialogue. C'est le dialogue qu'il nous faut pour résoudre nos problèmes. C'est le dialogue qu'il nous faut pour que la paix soit maintenue dans notre pays et que la paix surtout soit consolidée dans notre pays. Cette rencontre des évêques est également l'occasion d'évaluer le fonctionnement des institutions de l'Église qui sont le grand séminaire de Kenoumaya, l'unité guinéenne de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest et la Caritas sociale. Pour 2020, de nouveaux projets sont planifiés. Ça a été aussi l'occasion de donner quelques informations sur les projets, notamment le projet de construction du siège de la conférence épiscopale de Guinée à Bofa, la maison d'accueil des évêques pèlerins à Bofa, et aussi le projet de formation des prêtres et puis des séminaristes en français et en anglais. Donc nous avons un partenariat avec les pays anglophones voisins, la Sierra Leone notamment, et pour que nous puissions mener ensemble les activités pastorales en synergie. Donc il faut apprendre les langues dans lesquelles l'évangile est annoncé dans ces différents pays. La conférence épiscopale est un rituel commun aux évêques de tous les pays du monde. En Guinée, la rencontre permet aux 4 évêques des 3 diocèses de fédérer leurs actions pour le bien-être de l'Église et de la nation tout entière. À l'abbé, les nouveaux enseignants sont en formation. Ils apprennent les techniques de préparation des leçons. La rencontre s'inscrit dans le cadre des recommandations formulées par la mission d'inspection de l'enseignement élémentaire. Ablé Diallo commente les images de Sarfoudine Diallo. Côté de l'IRE, Elas Mamadian Diallo, chargé de l'enseignement fondamental.
Après la mission d'inspection du ministère de l'Enseignement national et de l'alphabétisation dans les différentes écoles secondaires du pays, le résultat obtenu révèle plusieurs lacunes. Ces lacunes constatées sont liées par exemple aux méthodes d'enseignement et aux techniques pédagogiques et académiques des maîtres d'école. Pourtant, les enseignants jouent un rôle important dans la formation et l'encadrement des élèves. Cette formation vise le renforcement des compétences des enseignants du secondaire dans 9 disciplines, à savoir la biologie, géologie, les maths, la physique, l'histoire, le français, l'économie, la philosophie et la géographie. Aujourd'hui, c'est une satisfaction parce que quand nous sortions des inspections, ce que nous voyons avec ces enseignants, quelque part, il y a un problème de formation sur le plan académique, sur le plan scientifique. Mais d'autre part aussi, il y en a qui ont la formation académique, mais comment véhiculer ce message-là sur le plan pédagogique pose généralement problème. Parce qu'il y en a qui sont venus de lycée, il y en a qui sont venus également de différentes universités, de différents instituts du pays. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une satisfaction pour l'inspection régionale de l'éducation de l'Abbé. Pour corriger ces imperfections, le gouvernement guinéen organise cette formation à l'intention de nouveaux enseignants recrutés en 2017 ici dans la ville de Karamoko Alpha Molabi. Cette formation-là nous a permis d'avoir les outils nécessaires qui vont nous permettre désormais de pouvoir être à mesure, de pouvoir gérer une classe et de pouvoir exercer notre métier d'enseignant dans les normes qu'il faut. Depuis le début de cette formation, nos formateurs là disponibles et nous ont beaucoup fait comprendre sur la pédagogie, sur la préparation des leçons et bien d'autres choses qui vont beaucoup contribuer dans notre processus enseignement-apprentissage. Cette rencontre de 12 jours a permis aux nouveaux enseignants de maîtriser les méthodes de préparation des leçons. Une initiative qui consiste à faciliter la compréhension des élèves et à améliorer la qualité de l'éducation guinéenne. Je vous le disais en titre, viol sur mineur. Un nouveau cas enregistré à Matam. 2 fillettes sont victimes de viols perpétrés par un homme d'une trentaine d'années. La direction des investigations judiciaires vient d'interpeller le présumé coupable, qui d'ailleurs reconnaît les faits. Fatima Toudialou. La scène est irréaliste. Ces fillettes de 7 et 10 ans viennent de vivre le pire cauchemar de leur vie. Elles ont été violées par leur maître coranique. Pourtant, le présumé bourreau a été recruté par les parents des victimes il y a 2 mois pour enseigner le Coran aux enfants à domicile. Les faits se sont déroulés dans le quartier Hermakono, dans la commune de Matam. J'étais en train de donner les cours et quand ils sont restés à les 2 fillettes, j'ai déshabillé les 2 et j'ai touché à leur partie génitale. Cet acte est le 1e cas de viol enregistré par la division protection des enfants et du genre de la direction des investigations judiciaires PM3. Ce monsieur dont il est question, on était au bureau, on a reçu la famille qui est venue porter plainte contre un maître coranique qui aurait violé leur fille. Alors tout de suite les dispositions ont été prises par la division. Il y a une réquisition d'abord qu'on a délivrée aux 2 fillettes qui sont parties à l'hôpital. De leur retour, on a mis une équipe d'enquêteurs sur place et hier matin aux environs de 6 heures, on a procédé à l'interpellation de ce monsieur. Les auditions, il a reconnu les faits, il a profité un soir. Vu que les parents étaient dans la maison et lui donnait les cours sous la terrasse, il a profité de ça pour commencer d'abord par les attouchements. Après les attouchements, il a tenté, la fille de 7 ans, il a fait les attouchements avec celle-ci. Et celle qui a 10 ans, il a tenté une pénétration sexuelle. Voilà, et donc les faits sont vraiment établis. Aujourd'hui, on a des éléments plausibles qui nous permettent de conduire ce monsieur devant le procureur pour qu'il réponde de ces faits. Après audition, le dossier est transféré au tribunal de Mafanko pour poursuite judiciaire. Cet autre cas de viol relance la problématique de la protection des enfants en Guinée. Dans l'actualité encore, la Confédération nationale des professionnels de la pêche sensibilise les acteurs du secteur sur la sécurité maritime. Il s'agit de limiter le taux d'accidents en mer. L'opération va se poursuivre dans tous les débarcadères du littoral. Makemed nous reportage.
Selon l'Organisation internationale du travail, on enregistre 24 000 morts en moyenne par an dans le monde, avec un taux d'accident mortel de 80 pour 100 000 travailleurs. Cependant, beaucoup de pays comme la Guinée ne disposent pas de statistiques en termes d'accidents de travail, surtout dans le domaine maritime. Une situation qui préoccupe les acteurs de la pêche. Aujourd'hui, le thème, la sécurité en mer, former et sensibiliser les pêcheurs en matière de sécurité maritime. Comment est-ce qu'il faut se comporter? Avant de sortir en mer, qu'est-ce qu'il faut? Les équipements, les hommes, les embarcations. Quand un pêcheur doit aller en mer, il doit être rassuré que son embarcation est en bon état. Donc, de temps en temps, il faut qu'on vienne les sensibiliser, leur faire un rappel de la nécessité des dispositions à prendre pour la sécurité maritime. L'organisation de cette séance d'information et de sensibilisation répond à un besoin toujours exprimé par les acteurs de la pêche artisanale. À travers cette initiative de la Confédération nationale des professionnels de la pêche en Guinée et ses partenaires, les pêcheurs artisans sont largement informés sur les techniques et les mesures à entreprendre pour éviter les accidents en mer. Nous souhaitons qu'au terme de cette campagne de sensibilisation, que des gens soient outillés sur les techniques de sécurité en mer, que les gens soient informés de ce qu'ils doivent faire en cas de problème en mer et que le nombre de pertes en vies humaines, le nombre de pertes en matériel puisse considérablement diminuer dans nos eaux guinéennes. L'initiative va s'étendre sur l'ensemble des débarcadères du littoral avec un seul objectif, réduire le maximum possible le taux d'accident en mer. Et puis ce communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger qui vient de nous parvenir à l'instant. Le ministère des Affaires étrangères tient à rappeler au nom du gouvernement que le président de la République, le professeur Alpha Condé, partisan d'une démocratie apaisée et d'un dialogue sincère et responsable avec tous les acteurs du pays pour toutes les questions d'intérêt national, avait instruit son Premier ministre chef du gouvernement d'engager de larges consultations avec toutes les forces vives relatives à la question d'une nouvelle constitution et d'autres préoccupations. Le rapport à lui adressé par le Premier ministre chef du gouvernement a rappelé des avis partagés et parfois opposés. Aussi, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, usant de sa prérogative constitutionnelle, a pris la décision de consulter son peuple afin de déterminer quel est son choix et sa volonté. La République de Guinée, respectueuse de la souveraineté de tous les États, reconnaît le droit de tous les peuples du monde de faire le choix de leur avenir et de décider de leur destin. Tout comme ouverte au débat et à la contradiction propre à la démocratie, la Guinée reconnaît à chacun de ses citoyens et à d'autres le droit et la liberté de donner leur point de vue sur n'importe quel sujet qui ne peut faire l'unanimité dans aucun pays et dans aucune société démocratique. Dans le respect des lois qui la régissent, la République de Guinée rassure tous ses partenaires que ces choix tiendront compte dans la transparence et l'équité, dans la volonté du peuple, seul souverain de ses engagements internationaux. Conakry, le 16 janvier 2020, le ministère des Guinéens de l'étranger et des Affaires étrangères. La troisième édition de la campagne de Sceaux sera lancée le 25 janvier prochain. 300 militaires vont prendre part à cet exercice militaire. Déjà, un détachement de la première brigade d'infanterie des forces armées royales du Maroc est à Conakry à cet effet. Sergent-chef Alassane Diaby, correspondant de la presse militaire. C'est un cargo des forces armées royales du Maroc qui atterrit à la base aérienne principale de Conakry. À son bord, du matériel et une équipe de soutien technique de la première brigade d'infanterie parachutiste, venue apporter son expertise à l'armée guinéenne dans la troisième édition de la campagne de saut opérationnelle. L'initiative découle des relations bilatérales entre la Guinée et le royaume chérifien. Ce partenariat évolue très bien et c'est le lieu et le moment de remercier beaucoup la coopération militaire marocaine qui nous facilite la tâche, qui ne ménage aucun effort pour assumer cet exercice-là sur notre territoire. Nos remerciements vont vraiment aux deux autorités, à Sa Majesté le Roi et le professeur Alpha Condé, et aussi à toute la hiérarchie militaire
qui ont tout mis en œuvre pour que vraiment cet objectif puisse être atteint. Cette troisième édition de la campagne de saut s'étendra sur 20 jours, avec à la clé l'instruction au sol et le saut opérationnel des troupes qui seront aéroportées dans la zone de Mafereya. Sur hautes instructions de Sa Majesté, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, un détachement de la première brigade d'infanterie parachutiste est mis à la disposition de l'armée guinéenne pour la troisième campagne parachutiste. Cette initiative fait partie bien sûr de la coopération militaire qui existe entre nos deux armées et qui vise bien sûr à consolider les rapports entre nos deux peuples. Je mesure l'ampleur des relations qui existent entre les deux peuples, qui ne datent pas d'aujourd'hui. Très sincèrement, nous sommes satisfaits. Très satisfaits du peuple marocain pour des exercices que nous allons entreprendre en Guinée. 300 militaires sont mobilisés au bataillon autonome des troupes aéroportées au compte de cette troisième édition. 2 séances de saut seront effectuées par stagiaires. Et culture musique, un dîner gala de charité pour la levée de fonds destiné à la prévention de certaines épidémies. Ce soir, l'artiste guinéen Soul Banks et la vedette sénégalaise Kumba Gawlo Seck partageront la même scène ce jeudi à Conakry. Suivez ce reportage. Kumba Gawlo Seck du Sénégal et Soul Banks de la Guinée se mobilisent pour prévenir certaines épidémies qui font beaucoup de victimes en Afrique. Pour y parvenir, les 2 stars africaines se produiront sur scène à Conakry pour le public mélomane cette nuit. Les recettes de la soirée seront reversées pour la lutte contre les maladies épidémiologiques en Afrique. C'est que c'est une bonne cause, c'est une cause noble parce que tout ce qui est lié à l'être humain, en tout cas de façon positive, c'est à soutenir. Je pense que c'est ce qui est en train de se faire. Je suis ici en Guinée sur invitation des Nations Unies pour soutenir cette initiative mise en place avec le gouvernement, pour appuyer le gouvernement en partenariat avec la société civile, l'initiative sur la sécurité sanitaire, afin d'y contribuer, et je trouve que c'est une belle initiative d'ailleurs. D'autres vedettes seront également dans la programmation de cette soirée, tels que Kanja Kora et l'humoriste So Bailo. Ces artistes entendent aussi apporter leur soutien aux personnes victimes de cette maladie. C'est de venir avec des sketchs qui vont vraiment toucher à ces épidémies, notamment Ebola. Il faut noter qu'il y a beaucoup d'épidémies qui nous fatiguent en Afrique. Je ne vais même pas dire seulement en Guinée. Le constat de cette initiative est parti de la maladie à virus Ebola, une épidémie qui a fait beaucoup de victimes en Afrique. Voilà, le reportage de Moussa Mikini Kamara est commenté par Daouda Tabassila. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Au cas où vous soyez dans le monde. À bientôt.